Donc dans cette deuxième grande partie consacrée à l'étude de cas revisitée, nous avons abordé l'analyse globale, l'analyse mathématique et l'analyse statistique de façon à obtenir, et c'est le propre des méthodes indirectes d'optimisation, un modèle, le meilleur modèle possible, qui ici est un modèle synergique de degré 3. Et donc obtenir l'équation du modèle, c'est une chose, mais ensuite il faut l'interpréter. Et pour nous aider à interpréter cette équation, rien ne vaut une restitution graphique de cette équation. Cette restitution est d'autant plus facile que nous sommes ici en présence de 3 constituants et nous disposons d'une représentation plane du domaine expérimental sous forme d'un diagramme ternaire, d'un triangle équilatéral. Alors nous allons commencer à voir la méthode graphique qui consiste à représenter l'équation du modèle sous forme de courbe isoréponse. Je vous reporte ici une figure extraite de la publication de Kurotori en 1966, donc on savait déjà faire ça, souvent de façon manuelle, point par point, on allait relier les points du domaine expérimental qui présentaient la même valeur, d'après l'équation du modèle, du module d'élasticité. Vous voyez ici, près du centre, des lignes, vous voyez comme indice 3 et 3,05. On nous dit dans la légende qu'il faut multiplier par 1000, donc des valeurs de 3000 ou 3050 pour la valeur du module d'élasticité. Alors, comment faire si on est confronté à ce problème et si on dispose de peu d'outils, c'est-à-dire des outils qui ne sont pas dédiés au plan de mélange? Bien, on va revenir sur l'autre méthode d'Henri Scheffé. Henri Scheffé avait proposé de faire des réseaux simplex lattice en découpant le domaine expérimental avec un pas de maillage, c'est la valeur petit m. Alors classiquement, on choisit m égale 1, m égale 2, m égale 3, parfois m égale 4, mais expérimentalement on va rarement au-delà. Pourquoi? Parce que plus vous allez découper le domaine suivant ces directions avec un nombre élevé de pas de maillage, plus le nombre d'intersections résultantes de ce pas important va être grand, et donc plus il faut faire d'expérience. Mais ici, ça va être un maillage numérique. Et si finalement on divise l'espace avec m égale 200, ça veut dire qu'un simplex de hauteur unitaire, je m'en vais le mailler avec un pas de 0,5%. Eh bien, lorsque vous utilisez cette valeur très petite, vous obtenez 20 301 mélanges ternaires. Et bien évidemment, hors de question de le faire expérimentalement, ces 20 301 mélanges, vous les voyez ici représentés par des tout petits points. Pour que vous puissiez les voir, les plus éveillés des auditeurs s'apercevront qu'ici le maillage est un maillage à 1%, il y a 5151 points, mais peu importe, c'est pour vous expliquer le principe. Et pour chacun de ces mélanges, dont je connais géométriquement les coordonnées, je m'en vais activer l'équation du modèle. Et je m'en vais colorier le point d'une couleur différente en fonction du niveau de performance du mélange. C'est ce que vous voyez apparaître ici avec Excel dans le domaine des pseudo-constituants. La méthode sera redécrite dans un petit film spécifique. Et puis on s'empresse de rajouter une légende. Les points qui ont été coloriés en violet, que vous voyez plutôt proches de l'arête Z1, Z2, rappelez-vous, nous avions fait des calculs sur cette arête, sont plus petits, enfin ont des valeurs plus petites que 2450. Et puis, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de cette arête, eh bien, tranche par tranche, ici j'ai choisi un pas de 100 pour la valeur du module, on se rapproche d'un bleu plus turquoise, qui fait penser aux eaux de certains lagons, pour atteindre finalement la frontière du domaine, où la valeur du module d'élasticité est proche de 3000. D'après le modèle, les mélanges situés dans la zone verte, vers le plus clair, ont une valeur de module compris entre 3000 et 3050, et dans le rond central, si je puis dire, une valeur supérieure à 3050. Et ce genre de courbe isoréponse, lorsque l'on a 3 constituants, il faut absolument les faire. Pourquoi? Parce que personne n'aurait été capable spontanément de dire à quoi ressemblait la variation de la réponse à partir de la seule lecture du vecteur des coefficients. Donc un coefficient
des coefficients, ça permet d'écrire l'équation d'un modèle, et une équation, ça permet d'apporter l'information qu'on cherche, et si cette information peut être retranscrite sous forme graphique, surtout ne nous privons pas de faire ce graphique et de passer du temps à son interprétation. Et on voit ici qu'on va pouvoir lire, mais ce sera l'objet de la séquence suivante, des éléments d'information, puisqu'on cherchait à atteindre une valeur de 3000 avec une teneur en liant minimale. Alors, lorsque l'on a plus de 3 constituants, mais ça marche aussi lorsqu'on a 3 constituants, il est courant de restituer l'équation du modèle sous une autre forme qu'on appelle la trace de la surface de réponse. Alors en effet, quand vous avez plus de 3 constituants, vous ne pourrez plus dessiner un seul graphique comme le graphique précédent, puisque au-delà de 3 constituants, vous êtes par exemple dans un tétraèdre, donc vous ne pourrez pas faire de représentation plane de la variation de la réponse dans le domaine. Alors à défaut de pouvoir faire des représentations planes, on va faire des représentations suivant des axes, qu'on appelle les directions de l'espace. Il va falloir, dans les logiciels, distinguer 2 directions de représentation. Une direction, c'est un axe, donc c'est une droite. Une droite, ça passe toujours par 2 points. Un des points est défini à partir d'un mélange de références. Le mélange de référence, c'est le point noir que vous voyez ici, qui a été choisi, c'est souvent par défaut comme cela dans les logiciels, au centre du domaine, et c'est un des points de la droite. L'autre point étant représenté par un des sommets du simplex de hauteur unitaire. Donc vous voyez apparaître 3 axes ou 3 directions qui passent toutes par le mélange de référence et qui vont rejoindre les sommets du simplex unitaire, le liant, le comburant et le combustible. C'est ce qu'on appelle les axes de Cox. Vous pourriez aussi avoir une autre alternative, c'est de représenter la variation de la réponse le long d'axes. Ces axes passent par un mélange de références, ici c'est toujours le même, le centre du domaine, mais ne rejoignent pas les sommets du simplex unitaire, mais rejoignent les sommets ici du simplex L. Le simplex L, c'est celui qui résulte de l'application des contraintes fixées par les expérimentateurs. Alors, vous voyez que ce ne sont pas tout à fait les mêmes directions, donc on va trouver des graphiques un petit peu différents. Dans la suite de cette étude, j'ai repris un peu l'esprit de la publication de Kurotori et je me contente uniquement de la restitution suivant les axes des pseudo-constituants. La modification n'étant pas très difficile à réaliser et a fait l'objet de présentations dans un chapitre spécifique. Alors comment faire? Eh bien, on choisit un mélange de références qui est ou non au centre du domaine, et il va falloir définir les équations des axes de telle façon que l'on puisse activer l'équation du modèle le long de cet axe. Le mélange de référence est noté de façon générique S pour standard, ici 0,2, 0,6 et 0,2 comme proportion, et on va définir les 3 axes. L'axe qui passe par le mélange de référence et qui rejoint le sommet Z1, le pseudo-constituant 1, l'axe qui passe par le mélange de référence et qui rejoint le pseudo-constituant 2, l'axe qui passe par le mélange de référence et qui rejoint le pseudo-constituant 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va découper ces axes aussi finement que l'on voudra avoir une belle représentation graphique de la trace. Donc ici j'ai pris 21 mélanges, et pour chacun des nœuds de ce découpage, eh bien, on va utiliser l'équation du modèle pour calculer la réponse. Comment trouver les coordonnées des mélanges situés le long d'un axe? En utilisant la formule générique que vous voyez apparaître à l'écran, qui a été démontrée et justifiée dans d'autres études de cas, mais qu'on peut utiliser ici telle quelle. On va, après avoir calculé les coordonnées des mélanges le long de l'axe rouge, utiliser l'équation du modèle, on connaît les coefficients, pour restituer la variation de la réponse dans le domaine. Alors, regardons et donnons un sens à cette formule générique. Cette formule générique nous dit que lorsque, par rapport au mélange de référence, on augmente d'une quantité delta la proportion du constituant 1. Ici, j'ai augmenté de 40% la proportion du constituant 1. Comme nous avions SE1 qui était égal à 20%, si vous rajoutez 40%, vous arrivez à 60%. Naturellement, quand vous augmentez la proportion d'un constituant, vous allez devoir diminuer, pour respecter la contrainte relationnelle, la proportion des autres constituants. C'est ce que vous voyez apparaître ici,
avec la justification du calcul, la diminution de la proportion du constituant 2 de 30% et la diminution de la proportion du constituant 3 de 10%. Donc vous voyez que cette formule générique va nous permettre de mailler régulièrement cet axe, et pour chacun des points, nous allons pouvoir calculer l'expression de la réponse. On fait ça sur chacun des axes, et voilà le graphique que l'on obtient. Le mélange de référence, ici, c'est le centre du domaine. Les valeurs de Z peuvent varier entre 0 et 1, nous sommes dans le domaine des pseudo-constituants, et les traces sont nécessairement concurrentes au mélange de référence. On a la même altitude, quel que soit l'axe. Ici, vous voyez, au mélange de référence, qui est le centre du domaine, on retrouve, on lit sur le graphique, une valeur égale à 3000 pour le module d'élasticité. C'est ce qu'avaient observé les expérimentateurs, et c'est ce que redécrit le modèle. Si nous voulions, par rapport à ce mélange de référence, augmenter la valeur du module d'élasticité, on voit que finalement, sur l'axe Z2, il ne faut pas se déplacer puisqu'on est au sommet de la courbe. Il faudrait augmenter la proportion de Z3 et par voie de conséquence, c'est ce que je viens de lire sur la courbe verte, diminuer la proportion de Z1. Mais ici, ce n'est pas l'objet de l'étude que de maximiser. L'objet de l'étude, c'est d'obtenir une valeur de 3000 en minimisant la quantité de liants. Donc voilà comment on peut restituer avec 3 constituants ou avec 4, 5, 6 constituants, l'expression mathématique du modèle et passer du temps pour l'interpréter. Alors, lorsque l'on a 3 constituants, il faut se forcer d'interpréter la trace de la surface de réponse en revenant aux valeurs expérimentales et en regardant si ce que décrit l'équation du modèle correspond bien à ce que l'on avait observé globalement dans la réalité. On voit que lorsqu'on se déplace le long de l'axe rouge, c'est l'axe qui rejoint le pseudo-constituant 1, nous passons d'une valeur de 2950 à une valeur de 3000, soit une légère augmentation. C'est ce que vous voyez en lisant la trace de la gauche vers la droite, puis une diminution qui va aller en simplifiant, puisque à l'extrémité de l'axe, nous n'avons plus qu'une valeur de 2350. Et puis faites la même chose en lisant la variation des réponses suivant les axes bleus et les axes verts, et naturellement, quand il y a 3 constituants, forcez-vous à faire cette analyse pour finalement prendre confiance au modèle qui restitue la variation des réponses observées. Donc nous avons fini la partie consacrée à l'analyse graphique. Elle a consisté à expliquer le principe de construction des courbes isoréponses, elle a consisté à expliquer et à présenter le principe de construction et d'analyse de la trace d'une surface de réponse. Et donc il nous reste maintenant à passer dans la 10e et dernière séquence, à savoir la conclusion, au sein de laquelle on va essayer d'exploiter tout ce qu'on a fait avant pour trouver un optimum satisfaisant les exigences des opérateurs. Donc merci pour votre attention, et puis rendez-vous dans la 10e séquence.